À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République, Félix Tshisekedi, veut une reprise des cours apaisée, effective, inclusive sur l'ensemble du territoire national. Lors du Conseil des ministres tenu ce vendredi 14 août, le chef de l'État a appelé le gouvernement à tout mettre en œuvre pour garantir à chaque enfant congolais l'accès à l'éducation dès les premiers jours de la rentrée. Selon le compte rendu lu par les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, Félix Tshisekedi a insisté sur le maintien du dialogue avec les enseignants, le respect des engagements pris par l'État et la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement. Autre priorité, anticiper les difficultés susceptibles de perturber la rentrée. Les enjeux financiers, sanitaires, sécuritaires, sociaux et liés à la mobilité devront être pris en compte. Une attention particulière est également demandée pour les enfants du Nord Kivu et du Sud Kivu touchés par les conflits et les déplacements des populations. La première ministre Judith Suminwa a ainsi été chargée de coordonner un dispositif gouvernemental spécial pour préparer et accompagner cette rentrée avec l'appui des partenaires du secteur éducatif. Mais cette volonté de garantir une rentrée sans perturbation intervient dans un contexte préoccupant. Dans certaines provinces éducationnelles, des enseignants menacent de boycotter la reprise des cours, notamment en raison des arriérés des salaires. Le défi est donc lancé, faire de la rentrée scolaire 2026-2027 une rentrée effective pour tous, malgré les tensions et les difficultés qui persistent dans le secteur de l'éducation. Mercredi 12 août, la Cour constitutionnelle ouvre son audience publique consacrée au contrôle des constitutionnalités. À l'ordre du jour, 12 dossiers, 1 en cours normal et 11 autres soumis à la procédure des filtrages. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité. Au cœur des débats, les dossiers Airconst 2698, introduits par Papi Mantezolo. Il sollicite l'interprétation de l'arrêt rendu le 7 mai 2026 concernant sa réhabilitation à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central. Après examen, la Haute Cour se déclare compétente. Après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable, dit son arrêt clair en ce que seul M. Mantezolo Gatezouapaki est seul bénéficiaire direct des effets de l'arrêt sous Airconst 2629 du 7 mai 2026. Une déclaration qui lève toute ambiguïté autour de l'arrêt Airconst 2629. Mais l'audience se poursuit avec 11 autres requêtes, toutes examinées dans le cadre de la procédure de filtrage. Ces dossiers portent sur des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées dans des procédures pendantes devant différentes institutions juridictions de l'ordre judiciaire. Parmi eux, les dossiers Airconst 2578 concernant 2 procédures devant les tribunaux des grandes instances de Lubumbashi. Dans ces 11 affaires, la Cour constitutionnelle décline sa compétence. Après avis du procureur général, on se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Au terme de cette audience, 2 points majeurs se dégagent. La portée de l'arrêt Airconst 2629 est désormais clairement circonscrite à son bénéficiaire direct, tandis que les 11 requêtes soumises au filtrage ne relèvent pas de la compétence de la Haute Cour. Pendant plusieurs semaines, le mot référendum s'est imposé dans les débats politiques, sur les plateaux de télévision, dans les universités et jusque dans les conversations de rue. Pour certains, il représente l'expression la plus directe de la souveraineté populaire. Pour d'autres, il suscite des interrogations sur son opportunité, son organisation et ses conséquences. Une certitude cependant, la validation de la loi par la Cour constitutionnelle marque une étape importante dans le processus institutionnel. Elle ne signifie pas qu'un référendum est automatiquement organisé.
Elle confirme que le cadre juridique examiné est conforme aux exigences constitutionnelles. Autrement dit, la Cour ne décide pas de l'organisation d'un référendum. Elle vérifie si la loi respecte la Constitution, une nuance essentielle à retenir. Mais alors, pourquoi une loi sur le référendum? Parce qu'un référendum ne s'improvise pas. Qui peut convoquer le peuple? Comment le scrutin est-il organisé? Qui contrôle sa régularité? Quelles institutions interviennent? Toutes ces questions nécessitent un cadre légal précis. Et c'est précisément le rôle de cette loi. Imaginez, pour une fois, ce ne serait plus uniquement les élus qui prendraient une décision. Le dernier mot reviendrait directement au peuple. Oui, des millions de Congolais sont appelés à voter, à choisir, à décider. Le référendum est l'un des rares mécanismes qui permettent cette expression directe de la souveraineté populaire. Mais il exige également une responsabilité collective, car voter suppose d'être informé, comprendre la question posée, mesurer ses conséquences, faire un choix éclairé. Au-delà du vote lui-même, un référendum transforme souvent la vie démocratique d'un pays. Il ouvre un vaste débat national. Les partis politiques présentent leurs arguments, les experts expliquent les enjeux, les médias analysent les textes, la société civile interpelle les institutions, et les citoyens deviennent les principaux acteurs du débat. Plus qu'un simple scrutin, le référendum est souvent un moment de réflexion collective sur l'avenir d'une nation. Au fond, le véritable enjeu n'est peut-être pas uniquement le référendum, il est ailleurs, dans la capacité des institutions à garantir un processus transparent, dans la qualité du débat public, dans l'information mise à la disposition des citoyens et surtout dans la confiance que les Congolais accordent à leurs institutions. Car une démocratie ne se résume pas à voter. Elle repose aussi sur la compréhension, la participation et le respect des règles communes. Aujourd'hui, une loi a été validée. Demain, d'autres décisions institutionnelles pourraient intervenir selon les procédures prévues par la Constitution. Une chose est sûre, le débat sur le référendum dépasse les clivages politiques. Il pose une question fondamentale. Quelle place voulons-nous accorder à la participation directe des citoyens dans les grandes décisions qui engagent l'avenir de la République démocratique du Congo? Avant de prendre position, il faut comprendre. Avant de choisir, il faut être informé, parce qu'une démocratie forte commence par des citoyens éclairés. Saison Plus poursuit son engagement, décrypter les grands enjeux qui façonnent l'avenir de la RDC. Sera à nouveau dans les rues du Congo. Commençons avec une très grande marche populaire à Kinshasa en direction du palais du peuple. Pourquoi le palais du peuple? Eh bien, c'est parce que M. Tshisekedi a renvoyé pour une seconde lecture la loi Poison d'Ngondankoy au palais du peuple. Donc, parce que c'est cette loi qui donne à Tshisekedi le pouvoir de changer l'article 220. Nous irons pour dire aux députés, vous n'avez pas le droit de trahir le peuple, vous n'avez pas le droit de vous comploter contre la nation. Donc, aux Congolaises et Congolais, aux Quinoises et Quinois, les 15, tous dans la rue, à Kinshasa, comme dans tout le pays, jusqu'à ce que M. Félix Tshisekedi renonce au projet diabolique de changer la constitution pour avoir un troisième mandat. Moi, je pense que c'est mutuna na ngeza lingala. Tomoni pression zali makasi pa batie moi mboka fait Tshisekedi azali kokokali sous pression mingi te tomoni avant d'ici loi oyo bengi loi poison ya référendaire. Mais le loto lobby a bengi si bino lisusu lolenge kana sala kina ba papa na biso ya molimo poko lembisa lisusu ba activité to boko sa. Pona biso lolenge azongisi loi na parlement ezali geste ya moke makasi ezali geste moko insuffisant parce que aza toujours na cadre ya manœuvre wana. Oui, ezali acte moko mais asala ngo pourquoi? Parce que amoni te moto kopila. Mais to sengi ye akenda mobimba a renoncer na loi wana pe a renoncer na troisième mandat pe kimé ekokota na mboka. À l'est de la République démocratique du Congo, les urgences sanitaires s'accumulent.
Et depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola, l'attention et les ressources se concentrent naturellement sur la riposte contre le virus. Une mobilisation indispensable pour contenir la maladie, mais pour les médecins sans frontières, elle ne doit pas se faire au détriment des autres besoins sanitaires. Car ici, Ebola n'arrive pas dans un terrain vierge. Les populations vivent déjà au rythme des conflits armés, de déplacements et d'un accès difficile aux soins. Les affrontements répétés perturbent les campagnes de vaccination, compliquent l'accès à l'eau potable et éloignent davantage les populations des structures sanitaires. À cette fragilité s'ajoute désormais la peur d'Ebola. La crainte d'être contaminé peut pousser certains patients à éviter les centres de santé avec un risque, retarder la prise en charge des maladies pourtant soignables. Dans l'ombre de l'épidémie, la rougeole et le choléra continuent également de progresser. Selon les données officielles citées par MSF, plus de 108 643 cas suspects de rougeole et de 1394 décès ont déjà été enregistrés en République démocratique du Congo entre janvier et le 19 juillet 2026. Et près de la moitié de ces cas se concentrent au nord et au sud Kivu. Pour le choléra, le pays compte déjà à plus de 35 464 cas suspects et plus d'un millier de décès. Dans le Kivu, près de 14 819 notifications ont été enregistrées. Face à ces épidémies, MSF poursuit ses interventions. 6 opérations de riposte contre la rougeole ont notamment été menées au nord et au sud Kivu. Plus de 12 050 patients ont été déjà pris en charge et plus de 283 150 enfants vaccinés. À Goma, Bukavu et Chabunda, les équipes médicales continuent également de répondre au choléra. Au total, plus de 2410 patients atteints de choléra ont été déjà soignés dans les structures soutenues par l'organisation. Autre inquiétude, le paludisme. Première cause de morbidité en République démocratique du Congo, la maladie continue de faire des ravages, notamment dans les zones où les populations déplacées vivent dans des conditions précaires. Et alors que le besoin augmente, le financement humanitaire diminue. MSF alerte notamment sur le risque de voir le Nord Kivu exclu du prochain cycle trinal de financement du Fonds mondial consacré à la lutte contre le paludisme. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la question n'est donc pas de choisir entre Ebola, rougeole ou paludisme. Les différentes urgences se surposent et frappent sur les mêmes populations. Pour MSF, autorités sanitaires, bailleurs de fonds et acteurs humanitaires doivent maintenir, voire renforcer leurs investissements. Car derrière chaque statistique, il y a une vie. Et dans une région où le système de santé est déjà fortement fragilisé, combattre une épidémie ne devrait jamais signifier abandonner les autres. Les documentations et des examens ont été menés par Greenpeace Africa. Et par rapport aux chiffres que Greenpeace Africa donne, nous pouvons aujourd'hui affirmer que 100%, bon, c'est un arrondi parce que ça fait pratiquement l'accumul de tous les 2 blocs pétroliers. Et puis, concession minière, ça nous fait dans le 95%, ce qui représente pour le bloc pétrolier environ, qui couvre environ 39 millions d'hectares. Pour les concessions minières, cela représente 12,3 millions d'hectares déjà sous permis minier. Le cumul de tout, en combinaison, ça nous fait 95%. Cette menace est aggravée par des impacts spécifiques. 6 millions d'hectares de tourbières sont menacés et 63% de forêts communautaires se trouvent dans les zones sous pression extractive. On tient compte des éléments et des informations fournies par Greenpeace Africa. Et il faudrait savoir que Greenpeace ne dresse pas une liste des entreprises non initiatives, mais cible des catégories précises, des permis et de projets. L'annulation, comme je vous ai dit, de 28 blocs pétroliers qui chevauchent entre la couleur corridor verte Kivu-Kinshasa dans le cadre du cycle d'attribution de 55 blocs. Les 55 blocs, c'est par rapport à l'appel d'offres du gouvernement. Et
Nous avons aussi le moratoire sur un nouveau projet minier, alors que les concessions existent couvrent déjà pratiquement 23% du corridor. Les maintien du moratoire, c'est sur les nouvelles concessions forestières et industrielles. Nous dénonçons cela parce que ça a un impact majeur qui rend le projet de conservation contradictoire. Premièrement, sur le climat et l'écosystème, l'exploitation libérerait de gigantesques réserves de carbone stockées dans le tourbière et menacerait 31 millions d'hectares de forêts intactes. Deuxièmement, c'est sur la communauté locale. La population autochtone verrait leurs droits bafoués, leurs terres accaparées et leurs forêts communautaires fragmentées. Troisièmement, c'est sur la crédibilité du projet. L'expansion extractive au cœur même du corridor vers Kivu-Kinshasa en fait un symbole de la contradiction entre les engagements climatiques et l'expansion extractive. Au-delà de la pétition, ensemble, parce que c'est une pétition de Greenpeace que nous sommes en train de relier. Ensemble, donc, je dirais, les personnes qui sont en train de relier la pétition de Greenpeace, nous attendons de la Commission du Congo des garanties institutionnelles durables. Là, on y va. Je pense qu'on peut aller, on peut aller point par point. Premier point, en fait, c'est déclarer les corridors verts Kivu, Kinshasa, zone interdite, via un moratoire sur tout nouveau projet extractif. Exclure définitivement toute disposition permettant la levée du moratoire dans la révision du code forestier. Étendre la protection de tous les aires protégées du bassin du Congo. C'est ainsi, après, nous avons fait des propositions pour concilier ces enjeux, en fait, à travers Greenpeace, parce que Greenpeace a fait des propositions par rapport à la gouvernance de droits communautaires, garantir le consentement libre, informé et préalable de communautés avec des mécanismes de suivi indépendants. Pour le modèle économique alternatif, je pense que c'est l'investissement dans la foresterie communautaire et conservation plutôt que dans un modèle extractif. Et pour la redevabilité et le financement, exiger que le fonds climat soit un don et non un prêt, avec une transparence totale sur leur utilisation. Mais ce que nous voulons de plus, c'est de ne pas encore saigner cette planète, parce que nous l'avons déjà saigné. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes avec le changement climatique. Et déjà au Congo, nous avons déjà un grand atout, c'est d'avoir cette forêt vierge et dense. Et je pense que c'est un meilleur combat pour laisser au moins quelque chose à nos enfants, en fait. Bonne nouvelle pour la population quinoise, le train urbain reprend du service, un véritable soulagement. Après une période d'interruption, c'est ce lundi du 7 août sur l'axe Gare Centrale Aéroport que le train sera opérationnel. Une reprise qui pourrait apporter un peu de répit aux nombreux Quinois confrontés quotidiennement aux embouteillages et aux difficultés de déplacement. 2 rotations sont donc annoncées chaque matin, à savoir 6h30 et 8h30 du matin. Côté tarif, il faudra débourser 1000 francs congolais en première classe, 2000 francs en deuxième classe et 2500 francs pour la classe VIP. Sur les papiers, l'offre paraît intéressante. Rapide, pratique, relativement accessible, le train peut constituer une véritable alternative à la circulation routière, particulièrement aux heures de pointe. Mais au-delà de cette reprise, une question demeure. Celle de savoir si ce service sera-t-il régulier et suffisamment fiable pour s'inscrire durablement dans les habitudes des usagers. Car pour les Quinois, l'enjeu n'est pas seulement de voir les trains circuler à nouveau. Il est surtout de pouvoir compter sur un moyen de transport ponctuel, régulier, sécurisé et accessible. Cette reprise constitue donc une bonne nouvelle. Mais sa véritable réussite se mesurera sur le terrain, dans la régularité des rotations, la qualité du service et surtout la capacité du train à répondre durablement aux besoins de mobilité de la population. Le train reprend. Reste maintenant à savoir s'il pourra tenir la cadence. Chaque matin, Kinshasa se met en mouvement. Mais dans une ville de plus de 20 millions d'habitants, se déplacer est souvent un véritable défi. Embouteillages, routes saturées, temps de parcours interminables, la mobilité est devenue l'une des principales préoccupations des Quinois. Comment répondre à cette réalité? C'est la question que nous avons explorée. Pour comprendre les enjeux,
les équipes de Saison Plus sont allées à la rencontre des habitants. Dans les rues, sur les grands axes et à proximité des chantiers, un même constat revient. La modernisation des infrastructures est devenue une nécessité pour accompagner le développement de la capitale. Au cœur de cette transformation figure le nouveau pont sur la rivière Njili. Cet ouvrage, actuellement en construction, doit permettre de fluidifier la circulation et de renforcer la liaison entre l'est de Kinshasa et le reste de la ville. Un projet attendu par de nombreux usagers. À Saison Plus, nous vous emmenons au cœur de ce chantier stratégique. Objectif, comprendre comment cette infrastructure pourrait améliorer la mobilité urbaine et répondre aux besoins quotidiens des populations. Au-delà de ses caractéristiques techniques, ce pont répond à un enjeu majeur. Désengorger les axes existants, faciliter les déplacements et soutenir les activités économiques. Car derrière chaque ouvrage d'infrastructure, il y a un impact concret sur la vie des citoyens. Le pont sur la rivière Njili fait partie d'un vaste programme de modernisation de Kinshasa. Réhabilitation des routes, ouverture des nouvelles voiries, construction d'ouvrages d'art et amélioration du transport urbain, autant de projets destinés à rendre la capitale plus accessible et plus fluide. 500 francs au comme à Winda Sisi, 1000 francs au comme à quartier 1, to pèse vraiment merci. Na o ya sali po na nzela o ezala ki passe ya fati béton. Lokwa ba bongisi liso ba nzela biloko ekota mituke bando kileka to sepeli vraiment makasi vraiment to zela kande ba tela biso ka wenze. Ces investissements s'inscrivent dans une vision plus large, celle d'une ville capable d'accompagner sa croissance démographique et de répondre aux exigences du développement. Construire un pont, ce n'est pas seulement relier deux rives, c'est rapprocher les populations, faciliter les échanges et créer des nouvelles opportunités de développement. À Saison Plus, nous continuerons à suivre ces grands chantiers qui transforment progressivement le visage de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, un pays aux dimensions continentales, 4 fois plus grand que la France. Un pays immensément riche, mais qui contraste avec les vécus quotidiens de sa population qui vit sous le seuil de la moyenne par habitant. Un fait des hasards ou un mérite? Ici vivent plus de 115 millions d'âmes, réparties en plus de 400 ethnies. Avec ses richesses diversifiées, la République démocratique du Congo devrait jouer le rôle de la locomotive en Afrique subsaharienne avec une position stratégique dans la région des Grands Lacs. Cet éléphant peine pourtant à se réveiller de son sommeil. Musique, danse, beauté, ambiance qui caractérise certains coins de ces pays, appelés à dresser son front, longtemps courbé. Des églises à chaque coin des rues, des terrasses, bistrots, pullulent la ville. Des immeubles sortent du sol de Kinshasa et d'ailleurs. Mais les social ne suivent pas en dépit de cette adaptation à une vie de misère. La jeunesse peine à prendre réellement la relève. Elle est abandonnée et elle semble sacrément sacrifiée au détriment de requins qui nagent dans des piscines. La République démocratique du Congo et ses plus de 1500 universités et instituts d'enseignement supérieur ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. Le ratio exigé par l'UNESCO n'est pas respecté, d'où la mauvaise condition d'études a pris la relève. Malheureusement, c'est une situation qui perdure. Une fois finies les études, les jeunes diplômés n'essaient pas toujours du moins pour certains le défendre. Défendre oui,
et pour travailler où? Le pays ne sait plus servir ses enfants. Chacun ses cases, tant mieux que mal, là où il peut gagner son pain. La jeunesse se tourne vers les lucres. Ici, en République démocratique du Congo, les lucres, c'est se lancer dans la politique. Quels que soient les prix, la formation, on s'adapte. Le lendemain est compromis. La musique, le football, devenir pasteur sont des brèches pour cette génération, pour cette jeunesse en mal de positionnement. Le vieux ne cède rien. Ils s'accrochent, même quand ils n'ont plus rien à donner. La jeunesse, aujourd'hui, doit se battre pour s'effrayer un chemin afin de prendre réellement la relève. De par ses idées, de par son implication, de par son apport et de par sa participation à la gestion de la cité. À ce jour, la question du chômage frappe la jeunesse en plein cœur. Un débat qui enflamme les rues, les salons, puisqu'il touche toutes les familles. Des familles qui ne savent plus à quel sens se vouer, afin de parvenir à caser leur progéniture une fois sortis des universités et instituts supérieurs. Conséquence, c'est dans l'informel que la jeunesse se jette. Des diplômés se transforment en vendeurs à la criée, alors que le chômage en République démocratique du Congo touche plus de 60% des jeunes prêts à entrer dans la vie professionnelle. Aux dirigeants de tourner rationnellement leur ménage. Il est vraiment temps. Nous avons un sentiment de joie. Nous, la jeunesse du parti de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec les Parlements, son Excellence Maître Guy Luandumbuyo, nous avons reçu une instruction ferme de l'autorité pour que nous puissions participer activement à cette activité. D'autant plus, c'est une activité qui tombe à point nommé. Le 12 août de chaque année, c'est une journée internationale de la jeunesse. Les jeunes se réunissent autour d'une thématique qu'on développe souvent régulièrement dans nos partis politiques et dans d'autres structures des jeunes. Mais particulièrement pour ce jour, la ministre de la Jeunesse qui est autorité de la tutelle, elle a donné une ligne différente en disant la jeunesse, comme c'est une journée internationale de jeunes, c'est une journée de combat. Au lieu de rester dans vos sièges respectifs, venez autour de moi au travers une marche pacifique pour que nous puissions faire entendre notre voix. Notre voix, pourquoi? Parce que dans notre loi fondamentale, il n'y a qu'une seule disposition qui intéresse les jeunes. L'article 42. Pour la ministre et pour nous les jeunes, nous disons que c'est insuffisant. Nous devons parler aux décideurs politiques, leur dire non, nous ne voulons plus d'une seule disposition dans cette loi. Nous voulons que nous puissions avoir d'autres dispositions qui favorisent l'émergence des jeunes. Parce que dans cette disposition, on ne parle que de la protection. La protection, si vous parcourez plutôt la Constitution, ça donne l'image des enfants qu'on veut protéger. Or, la jeunesse, ce n'est pas seulement des enfants. Nous avons besoin aussi d'agir, de participer à l'action publique.